C'est... Il y a une sorte de puissance dans les images et tout ça. Le cinéma asiatique, c'est une source Et puis d'inspiration, quoi. ils ont été tous absorbés apparemment par Hollywood. Il semble que les... Ah non! Bah, Les Sud-Coréens, oui, mais alors par contre, les Chinois, tout ça, ils restent bien les chez gars eux. de Hong Kong, là, des John Woo, les Jet Li... John Woo, ça fait longtemps qu'il est parti aux États-Unis aussi. Ouais, mais toute cette vague, il paraît qu'aussi tous les mecs qui ont fait Tigre et Dragon, tout ça, tous les effets spéciaux là où ils s'envolent, etc. Par contre, Tsuyas, tous ces lui, il est mecs-là, resté en Chine. Tous ces mecs-là ont donné leur savoir à Hollywood. Ah, Même Matrix, ils se sont servis. les réalisateurs chinois ont peut-être appris aux Américains comment faire des trucs esthétiques. Non, je sais pas, non mais il y a beaucoup Semble-t-il que oui, les mais, Chinois et les Français, paraît qu'on est très forts dans les effets spéciaux. Tu confirmes ou pas, toi, non? Ah oui, simplement Pareil, qu'en France, ils ont pas de boulot. Mais, Oui, mais il paraît qu'on travaille beaucoup là-bas, qu'il y a Ouais. énormément de Français qui travaillent sur les effets spéciaux aux États-Unis. Bah oui, regarde par exemple les deux personnes qui se sont occupées des effets de fumée dans Avatar, c'est deux Français. Dont d'ailleurs un des deux, c'est le gamin, le rôle principal dans 3615 Code Père Noël. Ce que j'ai appris au bout du week-end parce qu'on a rencontré le réalisateur. Et oui, non, les Français sont très bons en effets spéciaux. Ouais. D'ailleurs, le mec qui a modélisé Godzilla lui tout seul, Patrick Tatopoulos, qui est un grand ami de Roland Emmerich et qui a fait nombre de créatures en 3D, dessinées, designées, texturées, modélisées, c'est un Français. D'accord. Mais il n'y a pas de boulot ici, forcément. Bah ici, ils font beurre sur la ville. Ah oui, voilà. Alors peut-être... Il n'y a pas besoin de faire des villes qui éclatent. À part effacer peut-être numériquement une perche de micro dans le champ, la plupart du temps il les laisse, mais il n'y a pas beaucoup de boulot. Et toi, film asiatique? De toute façon, c'est à peu près la même réponse. Sur le cinéma asiatique, on n'a à peu près le même avis. Hein. Pareil pour l'esthétique, pareil, puis ils ont beaucoup de bonnes idées. Parfois totalement tordues, qu'on comprend pas toujours. Mais ouais, non, justement, c'est ce que j'aime. Quoi. Oui, pareil, une bonne esthétique. J'ai toujours un faible quand même pour le cinéma américain, malgré tous ses défauts. Mais le cinéma asiatique, par contre, est extrêmement inspirant. Peut-être, oui, plus que le cinéma américain. Et pourquoi aussi, est-ce que vous pensez qu'en France, justement, on est, j'ai envie de dire, presque focalisé justement sur le cinéma outre-Atlantique, et on ignore toutes les autres formes de cinéma, quoi. À part, on va dire les gens un peu plus initiés. Bon, là, on a affaire à un public aussi un peu de connaisseurs, mais dans l'ensemble, les gens ignorent complètement les films. Il y a un film asiatique sur 500 films 500 qui sort en France. Voilà, les films sud-américains, je ne parle même pas des films africains, alors là, ils n'existent même pas pour le grand public, et pourtant il y a un cinéma africain d'ailleurs. Oui, de toute façon, il y a un cinéma pour tous les pays. En Inde aussi. En Inde. Je sais pas combien On sait très bien que Bollywood est le deuxième plus grand producteur de films, si c'est pas le premier devant Hollywood. Presque, ouais. Voilà. Et le seul film indien dont on entend un petit peu parler, c'est un truc de super-héros, c'est Defender. Un truc de 3 heures, c'est Krish 3 en fait. Et c'est tout, mais ils font des centaines de films par an. Mhm. Mais forcément, on n'entend pas parler. Les films norvégiens, c'est pas tout à l'heure, je voyais quelqu'un qui parlait de films nordiques aussi. Ouais. Danois, norvégiens, suédois, finlandais, tout ça, on n'entend jamais parler. Grec, pas des masses non plus, par mariage à la grecque. Mais c'est pareil, africain, russe. Même Alors, russe, on n'entend pas beaucoup Il y a parler. Kibazouf, il me dit, tu sais très bien que c'est l'accord passé après la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait, l'accord Blue Burns, je sais pas si vous connaissez, Oui, voilà, bien sûr. évidemment, qui a une énorme, puisqu'on a ouvert les films, mais il y a aussi, j'ai envie de dire, un désintérêt du public, quoi. Le public ne s'intéresse pas à ce genre de film, quoi. C'est ça. Peut-être que le public il s'intéresse pas aux films asiatiques, peut-être parce qu'on leur présente mal. Le Nigeria, Nollywood, tout à fait, mon cher Seco. Ouais. Oui, peut-être que le public s'intéresse pas aux films chinois parce qu'on leur présente pas bien, forcément. Comment on va leur présenter ça? C'est pas notre culture. C'est pas... Voilà. Justement, c'est ça qui est intéressant aussi. Faut avouer qu'en France aussi, on est un petit peu sectaire. Hein. On n'aime pas sortir de notre petit cocon français bien formé. Tu crois ou c'est pas ce qu'on nous propose? Je parle pas des gens qui ont un minimum de goût. Je parle du grand public, hein, vraiment la grosse masse de la population. Quoi. Il va montrer un film chinois au spectateur de Bienvenue chez Ch'ti, il va rien avoir à faire, malheureusement. Non, mais je reviens toujours à ça, mais malheureusement, c'est... Voilà. C'est pareil pour un film de SF mexicain, c'est pareil pour un film africain. Le seul film sud-africain qui est percé, c'est District 9. Alors... Ouais, voilà. Il y a Balle Poussière aussi. Mais ça, c'est les Africains, Balle Poussière. Après, moi je pense que le spectateur de base, là on parle donc vraiment des gens
la masse populaire, pas forcément les gens qui nous écoutent là, ou nous les cinéphiles, ça, les gens ont besoin d'un cocon qui les rassure, que ce soit dans le sujet, donc par exemple Beurre sur la ville, pour tout à l'heure j'ai pas eu l'occasion de donner mon avis, mais Beurre sur la ville ou Neuilly-sur-Seine, Neuilly-sur-Seine, je les ai vus, c'est pas des films qui me dérangent, même si bon voilà, je les ai vus une fois, m'intéresse pas plus que ça, mais j'ai rien contre. Mais voilà, les gens ont besoin soit d'un sujet qu'ils comprennent, qu'ils connaissent, ou de voir des grandes stars, que ce soit les stars françaises, Franck Dubosc, qu'on voit partout, ou des Bruce Willis et compagnie, parce que ça les rassure, ils connaissent, ils savent à peu près. Voilà, ils ont vu 4 Bruce Willis, ils savent qu'il fait toujours la même, enfin, entre parenthèses, la même chose. En tout cas, ils dégagent toujours la même chose, le même charisme, le côté sauveur. Donc ça les rassure, ils savent que s'ils vont voir un Bruce Willis, en général, ils vont pas être déçus. Aller tenter l'expérience d'aller claquer, en plus voilà, ça coûte, c'est un prix, une place de cinéma, tenter l'expérience d'aller voir un film asiatique, d'aller voir un film en Afrique du Sud, voilà, c'est une culture déjà, en plus il faut qu'ils fassent l'effort de comprendre peut-être, et s'adapter à des choses qu'ils connaissent pas, et les gens qui aujourd'hui font des efforts aussi pour essayer de comprendre les autres cultures, ou les autres, déjà rien que même des fois leurs propres voisins, ils ont du mal à essayer de faire des efforts pour les comprendre. Donc voilà, je pense que c'est par facilité, par simplicité, parce que oui, la masse populaire n'a pas envie de se prendre la tête, on ne fait pas des... On me dit, je pense que c'est de haut en bas, si les chaînes avaient pris l'habitude de diversifier, on serait diversifié. Oh que oui, ça c'est sûr. Ah oui, parce que de toute façon sur les chaînes c'est pas compliqué, qu'est-ce qu'on a? On a de la télé-réalité. Je vais passer sur le sujet. On a les séries américaines qui prennent la moitié des soirées. De temps en temps, sur des chaînes comme de la TNT ou du câble, comme RTL 9, parfois on nous passe des anciens films de guerre, ou des trucs qui passent plus depuis 10 ans sur TF1 ou tout ça. D'ailleurs, si on veut voir des anciens films, et surtout des anciens bons films, souvent il faut regarder RTL 9. Parfois on a des raretés. Bon, il y a beaucoup de bouse aussi, mais on a des raretés. Après, même sur ces chaînes-là, il n'y a pas moyen, on est quand même assez... on n'est pas ouvert aux autres cinémas. Il y a Arte, oui, mais bon, Arte c'est tout ou rien, quoi. Où ils font un truc complètement... qu'il y a une personne sur 5000 qui peut comprendre, ou parfois, on a du mal aussi avec Arte à tout bien... Même leurs jingles de pub, ils sont bizarres. On me dit Emir Kusturica. Vous aimiez ça? Vous aimez bien ce réalisateur? Je peux pas trop... Vous connaissez un peu, non? Oui, je connais, mais je sais pas trop... Ouais, toi non plus. Pas avoir vu ces deux. T'as pas vu, non? C'est peut-être vu sans savoir que c'est lui. Mais D'accord, il a fait beaucoup de films sur le sujet de comment on appelle ça, de ce qui s'est passé de la guerre de Yougoslavie, quoi. C'est très bien. Oui, d'accord, ok, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? De temps en temps, il y a des films asiatiques, norvégiens ou suédois, passent sur Arte, mais la plupart sont intéressants, alors que je pensais que ce serait ennuyeux. Voilà. Oui, de toute façon, on peut en trouver, c'est... Voilà, Arte, c'est peut-être la seule chaîne qui reste, il passe de temps en temps... qui soit un minimum original, créative et tout ça. Voilà, quand c'est pas BHL qui fait la progrès, tout va bien. sinon ça va. On me dit, oui, les créations Anal+. Bon, voilà, Anal+, c'est le surnom qu'on donne ici, à Canal. D'ailleurs, un surnom ça s'est développé, parce que j'entends que c'est bien repris, c'est très bien. Voilà, c'est vrai que de toute façon, c'est les plus grands producteurs, eux et TF1, qui restent les deux plus grands producteurs de cinéma. Bon, et puis France Télévisions aussi. Et France Télévisions aussi, ouais. Quand même, oui. Ouais. Donc, faut être pote avec Fimelin, quoi, c'est ça, Oui. Et de l'ISO, peut-être, pour pouvoir probablement faire un film, c'est ça que tu veux dire. Qui soit diffusé là-bas, oui. Parce que peut-être quoi, vous allez chercher au Festival de Cannes, tout ça, vous en foutez franchement dans votre démarche. Moi, le Festival de Cannes, j'y fous pas les pieds. Non, parce que déjà pour rencontrer des gens, je trouve que c'est pas la meilleure solution de rencontrer des gens. Il voit 5000 personnes par jour, on va aller le voir, on va lui taper dans la main, on va lui donner une carte, il va fourrer dans sa poche, dès qu'il va mettre sa veste à la lessive, il va oublier la carte qui est dans la poche. On va lui donner un CD, il va avoir trop de CD dans les mains, il va les foutre à la poubelle. Enfin voilà, ils ont pas la tête à ça quand ils viennent à Cannes, ils ont pas la tête à des jeunes inconnus qui viennent les voir et enfin voilà, c'est pas le bon moyen pour les rencontrer. Je sais pas ce que t'en penses, mais... moi j'y suis allé, donc j'ai plus envie d'y retourner, enfin pas spécialement. Donc moi j'y avais été avec un film, donc oui, non, T'as fait la montée des marches? Non, nous on était au fait Short Film Corner, donc c'est juste à côté, c'est pendant le marché du film, quoi, c'est pour présenter les courts-métrages, justement on venait pour essayer de rencontrer des gens.
Et c'est pas du tout ce qu'on croit, Cannes. Donc, et puis en plus, bon, la démarche, oui, après, c'est par rapport à l'enfance, oui, c'est un jour, on veut monter les marches, voilà, blablabla. Ouais, c'est peut-être sympa à faire une fois, mais je crois pas forcément non plus à la légitimité des prix qui sont donnés, etc. De toute façon, dans tous les festivals, le plus grand au plus petit, il y a de la magouille. Moi, je rencontre plein de gens dans le métier qui, des fois, me confient des trucs, qui m'expliquent, voilà, qu'il y a beaucoup de films qui gagnent ou qui ont un prix parce que le mec derrière a payé pour l'avoir et parce qu'il sait qu'après, le fait d'avoir cette récompense... Il a payé qui? Moi j'ai un c'est de la corruption alors ça. Oui, mais ça il y en a plein. Moi j'ai été pris par parce que moi, je fais beaucoup de stops, j'ai été pris en stop par un producteur, c'était par accident avec ma copine. Et le mec, donc voilà, on commence à parler, puis il me l'explique, il fait, voilà, ça marche comme ça. Moi je bosse dans le métier, je sais que voilà, les mecs payent, il y a beaucoup de mecs qui payent pour que leur film soit pris, au moins déjà qu'il soit au festival, comme ça ils peuvent mettre le petit logo, ils sont contents, et parfois même pour gagner, et du coup après forcément ça a forcément des conséquences de pouvoir dire j'ai gagné à tel truc. Et donc oui, tout le monde est corruptible, quoi. Et il y a plein d'histoires comme ça, que ce soit pour les télés, les festivals, les radios, pas la première et c'est pas la dernière que j'entends. Hein. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça. Donc oui, donc forcément, être invité, ouais, mais même si un jour, je veux dire, je recevais un César, je me dirais, ouais, mais est-ce que je l'ai mérité est-ce qu'il n'y a pas des magouilles derrière? Est-ce que c'est parce que, pas forcément le fait que ce soit l'acteur qui achète son truc, ça peut être aussi parce que dans les médias ça fera bien que ce soit telle personne, parce qu'il véhicule telle image auprès de la société, donc c'est peut-être pas forcément qu'il le mérite. Quand je vois que, voilà, bon, c'est pas pour le critiquer, parce que j'ai rien contre lui, mais Omar Sy qui reçoit un César... C'est une blague. Pourquoi pourquoi faire il y a probablement quelqu'un d'autre qui mérite. Ça, c'est peut-être une idée juste personnelle, mais si je me trompe pas, donc The Artist avait reçu tous les Césars, sauf Jean Dujardin n'a pas reçu le César du meilleur acteur, il me semble bien. Et je pense personnellement que c'est parce que voilà, il a eu beaucoup de récompenses à l'étranger, que ça a commencé un peu à emmerder aussi le cinéma français, qui a commencé aussitôt à dire allez, ça y est, Jean Dujardin se barre, et il s'est pas encore barré aux États-Unis, que ça y est, il était considéré comme le mec qui allait lâcher la France parce que les États-Unis commençaient à trouver que c'était un bon acteur, etc. Bon, voilà, je pense que Jean Dujardin méritait plus le César que Omar Sy, même si des performances comme la sienne, on en a vu plein cette année-là, quoi. Oui, voilà, donc c'est... Il n'y a rien d'exceptionnel, quoi. Ouais, voilà, c'est un petit peu immérité. Omar Sy, bon, il fallait promouvoir le film, voilà, c'est... C'était la personnalité la plus appréciée des Français aussi à ce moment-là, je crois, si je ne me trompe pas. Ah, c'est pas Mimi Mati? Non. C'est le nouveau Yannick Noah. Donc, non, mais moi je trouve ça assez incroyable, justement, oui, Omar Sy. Peut-être que, je trouve assez... il n'a pas fait de grandes preuves, je trouve, dans le cinéma. Pour l'instant, non. Dans X-Men Days of Future Past? Ah, dans le prochain? Non, celui qui vient de sortir. Ah ouais? Il est bluffant d'ailleurs, enfin, il y a 4 scènes. Et d'ailleurs, il peut se vanter d'avoir une scène avec dans le même plan Ian McKellen, Hugh Jackman, Patrick Stewart et Al Berry. Quand même, hein, c'est bien pour le petit français qui est parti là-bas. D'ailleurs, il l'a dit lui-même. Par contre, ça, j'étais content dans une interview qui était totalement humble, par contre. Il a dit, je me demandais ce que je foutais là. J'étais comme un gamin au milieu de tout ça. Par contre, il est excellent, ses yeux rouges, ses dreadlocks, son gros flingue, son armure, on le reconnaît pas, quoi. Je crois que c'est là-dedans que je le préfère. Ah, il est bien là-dedans, dans le rôle de Bishop. C'est vrai, pourquoi les Américains, ils ont aussi un peu une fascination. Alors, est-ce que c'est quoi? C'est les Français qui sont fascinés par le cinéma américain? Ou alors les Américains qui s'intéressent vraiment aux acteurs français? Je sais on voit pas. beaucoup de Français Il paraît qu'ils sont fascinés par nos acteurs. C'est pour ça. D'acteurs qui... Bon, alors Oui. voilà, il y a lui, récemment, il y a, comment elle s'appelle aussi, qui a cartonné, celle qui jouait dans Edith Piaf. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, j'allais parler d'elle. Je suis désolé, hein, pour tous les internautes qui ont aimé Dark Knight Rises, je ne peux pas passer à côté de sa mort dans Dark Knight Rises. Le nounours de Mr Bean. Voilà. Ah bah, elle meurt, même dans un asylum, il meurt mieux. Ça, oui, non, bon, malheureusement, elle s'est fait moquer d'elle sur tout YouTube à cause de ça, mais oui, donc ils aiment nos acteurs. Oui, ils ont une de par Dieu depuis, enfin. Oui, bon, en même temps, c'est un monument, lui, mais. Ouais, mais... je veux dire, il a fait ses preuves bien avant. Qu'il est l'antithèse d'un acteur américain, quoi. Oui, mais par contre, parce que les acteurs américains, en général, ils sont beaux, grands, forts, musclés. Lui, il est un peu gros, avec un gros nez. Il a mis très longtemps à faire ses preuves en France avant de partir en Amérique. Il n'est pas parti en Amérique tout de suite après 4 films. Même Juliette Binoche, elle a tourné des films en Amérique. Oui, Anne Pariot, Judith Godrèche, ouais. Judith Godrèche. Il y a vraiment tout un tas. Aujourd'hui, on voit Guillaume Canet qui fait des films. Bon, pourquoi pas. Lui, même en tant que réalisateur. Même en tant que réalisateur.
Donc je me dis, c'est qui a la fascination? Bah de temps en temps, on en invite bien, nous, des Anglais ou des Américains dans nos films, ou des Allemands ou tout ça. On voit moins l'inverse quand même, non? Oui, non, c'est sûr qu'il y en a pas souvent. Il y en a moins que des Français dans les... Bah l'autre jour, par contre, j'étais tombé sur une série sur France 3, ou France 2, enfin je sais plus, Crossing Lines, Marc Lavoine, Donald Sutherland. Ah. Bah, c'était bien. Sur France 2, produit par Ou France 2. TF1, je sais plus. D'accord. C'était une série européenne. Ouais. Voilà. Avec Donald Sutherland, il y avait aussi William Fichtner, enfin voilà. Qui, après avoir joué le pilote de la navette dans Armageddon, se retrouve à donner la réplique à Marc Lavoine. Puis ça passait très bien. Il était très bien, Marc Lavoine, là-dedans. C'était intéressant. Hein. C'est une curiosité, ça. Quand même, Donald Sutherland. Oui, voilà. Ouais, bah les Américains, c'est quand ils sont en fin de carrière, ils viennent en Europe. Ah lui, il y a encore des beaux jours devant lui, j'espère pour lui. Hein. Je suis méchant avec Donald Sutherland. Alors, le top 10 des personnalités, il y a Simone Veil en deuxième. D'accord. J'ai demandé à mon entourage, personne ne la connaît. Oui, Cacahuète, plus un. En fait, Cacahuète, Marion Cotillard, voilà. Cacahuète, j'ai cru apercevoir tout à l'heure qu'il disait qu'il était de Valenciennes. Ah bah voilà. Il me disait qu'il voulait peut-être si jamais je cherchais un figurant ou tout ça, bon pas pour faire une quenelle par contre, hein, d'après ce que tu as dit tout à l'heure, mais pour faire un truc un tout petit peu plus intéressant, mais oui non mais tu me contactes sur Facebook, tu me voilà, ouais bah oui, de toute façon à la fin on parlera des Facebook et tout, je vous donnerai toutes les adresses. Voilà, Marion Cotillard, cherchez le nom, voilà. Qui se dit possédée par l'entité d'Edith Oui, Piaf. il paraît qu'elle a dit ça, oui. Et il paraît qu'elle est hantée par Edith Piaf. Je pense qu'Edith Piaf a autre chose à foutre, mais bon. Tu crois à ça qu'un acteur qui joue un rôle, justement, il se fait dépasser un moment par ce rôle? Pour Bruno Gantz. Qu'il se fasse dépasser, oui c'est possible, hein. Moi je crois l'autosuggestion, plein de trucs, on peut se rendre fou aussi, mais bon, qu'elle soit hantée par Edith Piaf, pas spécialement, mais après je trouve ça très bien de peut-être s'autosuggérer ce genre de délire, tant que ça peut aider à l'interprétation du personnage. Mais non, je crois pas. Parce que je pense à des acteurs qui incarnent justement tellement leur rôle, qu'ensuite les gens lui attribuent comme ça des espèces de personnes, il lui attribue une personnalité qui n'est pas la sienne, quoi. Bah, j'espère que ça m'arrivera pas, parce que comme je fais des rôles de violeur et tout ça, ouais bah c'est du genre, voilà, le gars il pense que t'as tellement bien joué le violeur, il va t'en avoir enculé et tout, t'as vu. Ça c'est un piège aussi dans lequel il faut pas tomber quand on fait un choix de carrière. C'est-à-dire que moi quand j'ai fait ce rôle-là, après j'ai eu plusieurs propositions de rôle de violeur, et je me suis dit non, j'en ai fait là un, que j'ai bien sélectionné, je sais pourquoi je l'ai fait. Tu vas pas faire que ça. Voilà, genre pas rester, en refaire, pourquoi pas, mais le rôle que je vais faire juste après le violeur, bah ça va être le mec sensible dans une histoire d'amour à la limite, quoi. Et je veux trancher direct, quoi. Je fais beaucoup de rôles de méchants, on me donne beaucoup, j'aime bien, je m'éclate. Mais... C'est à cause de ta tête, ça. Ouais, voilà. Mais ah ouais, c'est pourquoi il a une tête de méchant là, on me dit souvent ça, donc... Ah bon? Ouais, non, des rôles de délinquants, tout ça, j'ai fait un film qui vient de sortir là sur YouTube qui s'appelle Merciless Guy, c'est pareil, on m'a fait faire le délinquant, mais en fait j'ai une certaine facilité à les faire, en fait ça me semble super facile. En fait je caricature, je m'éclate, je m'amuse, et voilà, on me dit non mais en fait c'est super bien. Les meilleurs méchants c'est ceux qui caricaturent. Ouais non, je sais pas, je me sens, pour moi c'est très facile à faire les méchants, donc je sais pas pourquoi, mais alors que j'ai plutôt des envies de philanthropie dans la vie réelle. Mais ouais non, ça m'éclate. Mais au moins peut-être peut-être parce que j'exorcise aussi des trucs enfouis, et du coup c'est exorcisé, puis ce qui fait que je peux être serein dans ma vie de tous les jours. C'est pour ça que j'aime beaucoup le cinéma d'horreur, ça peut être cathartique. Je pense pas du tout qu'il faille le pointer du doigt en disant que c'est très mauvais, je pense qu'au contraire ça peut, c'est une catharsis aussi. On demande par exemple si tu pourrais jouer Hitler. Non mais oui, j'adorerais relever ce défi, parce que quand je vois par exemple Bruno Gantz qui joue Hitler, j'admire l'acteur, quoi. Puis surtout la provocation aussi que ça peut être, voulu ou non voulu, d'incarner ce genre de personnage. J'adore la provoque, hein, de toute façon. Donc je veux pas qu'elle soit inutile par contre, mais oui, non, pourquoi pas, oui. Ça m'intéresserait de voir si je peux relever le défi d'être assez bon pour incarner ce personnage. Alors Seco, il demande oui un rôle de pédophile, mais tu l'as déjà joué, tu nous l'as dit. Oui, bon c'était. Ah ouais, Seco, tu suis pas. J'avais dit tout à l'heure déjà. Voilà, bon, sans scène aucune avec les enfants bien sûr. Mais oui, précise encore. Voilà, je préfère. Mais sur ceux qui prennent l'émission en cours, voilà. Oui, il n'y a pas de scène avec les enfants non plus. Mais oui, j'ai relevé ce défi-là. Je suis content. J'aime bien relever toujours de nouveaux défis, donc j'aimerais qu'on me pose toujours des nouvelles choses. Par contre, si on me repropose un deuxième film sur la pédophilie, que je trouve que le film est vraiment très très bon, oui, je le referai. Mais je compte pas m'abonner à ce type de rôle par contre. Voilà.
Il y en a qui me dit, moi je suis hanté par Robert Forisson. Référence à Mère et Laurent. Ah, tiens, Mère et Laurent, ah bah il y a pas mal de malédictions, hein, c'est clair, hein, on me dit ça. Bon, oui, voilà, hors sujet, Axel, évidemment, oui, tu nous fais des hors sujets. Alors, le cinéma français-américain sont là pour fortifier et ancrer dans l'inconscient le partenariat entre les deux pays. Tiens, c'est intéressant ça, c'est Thibaut qui dit ça. Le cinéma, parce que c'est vrai qu'il y a une... Oui, pourquoi pas. Alors, est-ce que vous avez déjà regardé un petit peu comment les Américains, dans le cinéma, traitent les autres nationalités? Oui. Oui, en général, on se fait un peu foutre de notre gueule. Hein. Voilà. Alors les Français, on est très mal vus. Oui, bah en même temps, je demande si tu regardes les films américains où il y a des Français qui apparaissent, c'est souvent des escrocs. Oui, ou des débiles. Ou des débiles bantos, voilà, on s'est pas dit ça. Ou alors, quand Michael Bay, il représente la France dans Transformers 2, déjà il fout la tour Eiffel pas au bon endroit, mais bon, ça c'est pas grave. Il fout un mime, chose qui n'existe plus à Paris. Le fameux mime Marceau qui est venu aux États-Unis, c'est pour ça. Il fout un mime qui vient en que plus personne ne connaît en France d'ailleurs, mais... Enfin, oui, non, la première image justement que je pense d'un Français dans le cinéma américain, c'est la première qui me vient à chaque fois, c'est Jean Reno dans Godzilla qui vient réparer les conneries du gouvernement français. C'est une image qui a toujours un peu la bourde française, et le mec qui vient réparer ses conneries. Bon, voilà, puis, ou même dans des séries satiriques comme ça au Spark, on peut voir des... mais ils se foutent quand même un peu de notre gueule, on est toujours un peu... Dans le film aussi avec De Niro, c'est Ronin aussi. Oui. Bon, là ça va encore, parce que Jean Reno il est pas ridicule dedans. Non, alors Jean Reno n'est pas ridicule, mais les Français du peuple sont ridicules. Oui, non, c'est sûr. Par contre, Jean Reno, il y a quand même un endroit où ils auraient pu un peu mieux l'améliorer, c'est à la fin du premier Mission Impossible, quand il est avec son hélicoptère dans le tunnel sous la Manche, et qui conduit de façon très... On dirait Steven Seagal. C'est... Ah oui, non, c'est... Non, ça c'est pour ça que c'est un peu difficile, quoi. Mais bon, je trouve... On n'est pas super bien vu, non, c'est sûr. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez vu aussi le documentaire, donc, il s'appelle Shahin, le réalisateur, il s'appelle Hollywood et les Arabes. Vous connaissez pas? Pas du tout. D'accord. Un réalisateur qui a, en fait, on va dire, synthétisé 70 ans quasiment, puisqu'il part des années 20 jusque dans nos années 2000, l'image des Arabes dans le cinéma hollywoodien. Et puis il nous montre des choses assez hallucinantes, parce que c'est vrai qu'il y a des endroits où on n'avait pas détecté, il y avait des scènes comme dans Retour vers le futur. Vous l'avez tous vu, non, j'imagine? Ah oui, quand même. Bon, voilà, les Libyens. Les fameux Libyens terroristes qui apparaissent. On ne sait pas pourquoi, voilà, dans le film, effectivement. Il parle de True Lies aussi à un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez. Avec les terroristes. Ouais. Avec les terroristes qui sont très très méchants, etc. Et puis très mal organisés. Qui finit sur le missile, d'ailleurs. Voilà, qui finit sur le missile, etc. Donc, il n'y a qu'Arnold pour faire ça. Voilà. Et en fait, il reprend tous les films comme ça et puis il montre qu'effectivement les Arabes ont une très très mauvaise image dans le cinéma hollywoodien. Qui a été bien entretenu en fait par l'imaginaire d'Hollywood. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a une scène d'Armageddon où on voit dans Paris les gens roulant de CV. Oui, non mais oui. Il ne manque plus que la baguette. Ouais, non, c'est sûr, le cliché français d'Armageddon, c'est une catastrophe. Voilà. Ah oui, c'est là-dedans aussi, je crois qu'on voit le Mont-Saint-Michel avec le gamin qui écoute sur un petit transistor périmé depuis les années 50. Oui, voilà, exactement. En fait, on est considérés comme des arriérés. Exactement. Ils ont tort? Ah oui. Juste comme ça. La scène de Mission Impossible dont vient parler de l'invité dans la Trollbox. Bon, merci mon cher Aldo Lenzano. Il paraît qu'il faut pas dire du mal de Steven Seagal. Oui, c'est comme il faut pas dire du mal de Chuck Norris, sinon il va sortir de l'écran pour venir nous péter la tronche. Ah oui, Steven Seagal, j'avoue, moi non plus, je suis pas un très grand fan. Alors il paraît qu'il est en France, non? C'est ça qu'on m'a dit. On m'a dit qu'il est vivant. Je demande pourquoi le pays va mal. T'aimes pas Dangerous Man? Dangerous Man, je connais pas. Ah ouais, c'est quand un film avec un titre particulièrement... Ah bah voilà, la fameuse scène, c'est celle-là. Hein. Le visage très concentré de Jean Reno. Ah bah voilà, dans l'hélicoptère. Oui, mais là, il n'y a plus de Jean Reno, là aussi, par contre. Ouais, voilà. Jean Reno, il a fait poum. Oui, c'est avant le chewing-gum. Donc on nous a mis la scène. Bon bah merci mon cher Aldo. Voilà, les Arabes sont les nouveaux soviets du cinéma hollywoodien. Oui, parce qu'avant c'était les Russes. C'est vrai que il y avait les Russes dans les James Bond. Les Russes, ils ont eu deux images. Du temps communiste, c'était les méchants communistes horribles qui complotaient. Et puis aujourd'hui, ce sont des gangsters.
à chaque fois dans les films américains, les Russes sont d'horribles gangsters, des gens ils vous coupent les mains, les doigts, ils vous arrachent les ongles, puis ils vous jettent dans l'acide et ils sont très très méchants, ils vous coupent à la tronçonneuse ensuite, enfin ils ont toujours des rôles de gangsters mais abusés quoi, les mecs sont trop méchants quoi, plus méchants que méchants. Et ça c'est une constante. Vous l'avez remarqué ça un peu, non, ces rôles un peu comme ça, non? Non. Bon, ça se voit, hein, Ça se depuis voit, qu'on est môme. Enfin, généralement, par exemple, parmi les premiers films avec lesquels j'ai grandi, c'était Rambo, donc c'est pareil, c'est une très bonne, ça peut très bien résumer à lui tout seul, voilà. Mais c'est vrai que ça représente aussi, voilà, par exemple, une peur collective à l'époque de l'Amérique, de certains ennemis, etc. Bon, le cinéma, c'est un métier d'image, donc eux, ce qu'ils donnent, c'est une imagerie. On revient toujours à ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est les gens après de ne pas écouter non plus. Voilà, c'est bien de faire. On peut faire une caricature, c'est pas grave. Mais Parce que c'est pas inconscient aussi, parce que quand tu regardes un film, justement, tu te dis consciemment c'est une fiction, mais inconsciemment c'est quand même des images qui s'impriment dans ton esprit. Après, ce qui manque peut-être, quelque chose auquel je pense depuis quelques temps, c'est peut-être dans les génériques de fin, voilà, un message un peu plus complet qui expliquerait justement de ne pas prendre, ou même avant le film, de ne pas prendre au pied de la lettre tout ce qui est mis, ou que c'est une image ou dans quel but c'est fait. Peut-être une petite explication d'œuvre aussi, ça peut être très intéressant de rajouter ça maintenant dans nos génériques, que ce soit finaux comme ça. Rajouter quelque chose un peu plus concret, ça serait peut-être une bonne idée, pour plus qu'il y ait de malentendus, puis à la fois qu'on puisse continuer à faire des œuvres, parce que bon, voilà, faire l'américain Rambo tout seul qui se bat contre tous les ennemis russes, ou ce qu'on veut, ça représentait aussi un état d'esprit à l'époque, une peur, quelque chose. Bon, voilà, c'est bien aussi de montrer ce que peut ressentir un pays, même si c'est caricatural, c'est abusé, il faut pas mettre tout le monde dans le même sac, mais voilà, c'est une image, c'est une caricature. Ouais, parce que je sens, c'est un peu comme... tu sais, les doublages qui sont faits des fois sur certaines voix, je pense aux personnages noirs qui ont toujours des voix absolument détestables et des accents qui ne correspondent pas, parce qu'on leur met des accents pseudo-antillais, mais les noirs américains n'ont pas d'accent, ils parlent anglais comme les autres, donc je comprends pas pourquoi quand c'est un noir qui parle dans un film, tout d'un coup il se met à parler, oh, passe-moi le truc, alors qu'il parle pas comme ça du tout, enfin, ça c'est une aberration. Alors, il y a une question un peu technique, peut-être que on me demandait si t'as... Oculus Rift. Voilà, tu connais toi? Pas du tout. D'ailleurs, je vais m'enseigner sur l'Oculus Rift, qui offriront a priori du cinéma immersif à 360 degrés. J'ai entendu parler d'un truc, mais c'était pas sous ce nom-là, donc peut-être que la personne qui m'en a parlé connaissait pas le nom en fait. Donc, mais oui, non, je regarderai sur internet ce que c'est, parce que c'est intéressant ça. Ça me rappelle un peu le truc que Mamoru Oshii il avait fait pour son film Open Urban, où c'était sur 3 écrans, c'était pas totalement le système, je sais plus comment ça s'appelle le truc au futuroscope là. Oui d'accord, je vois, oui. J'ai plus le nom en tête. C'était pas encore ça, mais ça ressemblait vraiment sur 3 écrans qui permettaient une immersion dans le truc. Mais oui, non, je vais m'enseigner, parce que c'est intéressant. Oculus Rift. Alors, je vois que l'heure avance, alors dites-nous un peu c'est quoi pour finir les projets et comment on fait pour vous joindre et les pages Facebook, les sites, sur Facebook c'est tout simple, il suffit de taper GEB Films avec le E du... GB GEB. La touche 1, voilà. D'accord, de la touche 1, donc ouais. GEB Films sur Facebook, je sais pas, il y a peut-être moyen de mettre un lien dans le chat ou... Oh bah si, on peut le mettre, ouais. Mais bon, t'inquiète pas qu'ils l'ont trouvé depuis tout à l'heure. Hein. D'accord, ou sinon la page Heroes of the Dark ou la page Jameskind des Mystères de Dragopolis, il y a tout, il y a tout sur Facebook. Et sinon, donc on peut me contacter par cet intermédiaire-là. Bon. Et toi aussi, profite-en. Donc moi j'ai 2 comptes Facebook, donc c'est pareil, donc Sydney Acteur tout simplement, et l'autre c'est Ashley Levindhead Acteur, donc Levindhead Levindhead. C'est pour faire juif, Lévin? Non, je rigole. Donc voilà, et puis les projets, moi j'ai toujours donc des gens que j'ai rencontrés comme ça, etc., qui me reproposent des choses, je recherche... Voilà, je vais fouiner un peu dans le travail des gens, dès que je peux voir des courts-métrages, tout ça, puis je contacte ceux qui m'intéressent, et puis tous ceux qui veulent... C'est pas ça. Alors, c'est pas ça. C'est pas celui-là. Alors, dis c'est quoi, je vais le mettre comme ça. Non, c'est simplement sur Facebook. Tu peux... Non, mais gbfilm.com. Non, c'est pas un site. C'est un Facebook. C'est une page Facebook, ouais. Ah, d'accord, ok, non, mais ok, d'accord. C'est gbfilm Facebook. D'accord. Sur Facebook. Ou... Voilà, non mais t'inquiète pas, ils marquent sur le chat, voilà, comme ça ils vont la voir.
Voilà, Guillaume Bouygues. Alors Bouygues avec un I, hein, pas avec un Y. Oui, c'est pas la compagnie de téléphonie. Je sais pas si on envoyé là par contre. Non, peut-être pas. Non, il a pas envoyé, t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Donc, ok. Attends, je vais mettre du coup. Voilà. Je vais mettre le nom d'Ashley aussi. Voilà, bon bah c'est envoyé, voilà. Et... Parce que l'oral c'est peut-être pas super. Ouais, Bah, donc pour continuer avant que tu me coupes. live in hell. Donc, Non, donc, du coup, voilà. donc, moi j'ai plusieurs projets en cours. Après, Ouais. je cherche aussi, j'aime bien essayer de scruter des réalisateurs dont le travail m'intéresse. Et tous ceux qui ont des projets à me proposer, moi je suis ouvert à analyser tout scénar, tout ça. Donc moi, avec ma carrière, c'est vraiment de faire des choses qui me plaisent, que je peux défendre. Ça va pas être parce que voilà, c'est le truc payé ou parce que c'est... Bon, si ça peut être payé, c'est mieux. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est que je fais des choix artistiques et je fais pas des choix voilà, pour on m'a proposé Plus belle la vie, par exemple, j'ai dit non. Donc bon. Ça fait un peu beau Ah, sur le CV. pourtant, là, il y avait de l'argent à prendre. Je sais, mais, Ouais, mais bon, ça fait moche sur le CV. voilà, mais je pourrais pas le justifier et vu que j'écris beaucoup de satire sociale, des romans de satire sociale que je veux sortir un peu plus tard, les propos que j'ai parfois dedans ne coïncideraient pas avec ce que je fais et j'ai pas envie d'être un hypocrite. Donc voilà, je veux mourir avec mon éthique et mes principes. Bon, bah ok, bah pas de plus Non, belle on la peut vie. pas alors. se retrouver sur Chatroulette. Ok. Pas Bon, possible. Stéphane, il prépare un film porno gay, sinon... Non, je rigole. On a les bandes annonces sur YouTube. Je cherche des figurants, bon. Non, on a des films sur... Vous avez des films sur YouTube. On a les bandes annonces sur YouTube. Vous- D'accord. Moi j'en ai des films. Oui. Et on Ah oui, peut- oui, non, c'est vrai, oui. Ah bah, Oui, par contre, moi, oui, donc j'en ai. Donc déjà, si on me contacte via Facebook, je peux donner tous les liens en privé, il n'y a pas de souci. Non, vous pouvez taper Dark Pit Dead End, c'est un de mes premiers rôles. Guillaume va le taper. Merci Les Grace, Blood Sun The Camp. Oui, minute. Oui, non mais tu les connais. Fritz, ils mais alors, marquent. par contre Fritz, on va tomber sur un autre un dessin animé qui s'appelle comme ça, donc il faut taper Fritz de Roman Sony, donc il y a un réalisateur avec qui je travaille aussi régulièrement, peut-être celui avec qui je travaille le plus régulièrement après Guillaume. Donc par contre celui-là je préviens qu'il est assez spécial, c'est un Rape and Revenge, donc voilà. c'est quoi? Un Rape and Revenge, un film de viol et de revanche. C'est un genre, La dernière maison sur la gauche, ça se Rip and Revenge, j'avais jamais Ouais, entendu Rape ce and terme. Revenge. Ouais, vol C'est un et petit revenge. genre un peu à part, puisque forcément il n'est pas non plus très populaire, il n'est pas forcément très apprécié par la critique. Donc Irréversible est un Rape and Revenge par exemple. Même si bon, c'est pas le premier mot auquel on pense quand on voit ce film, c'est un drame, c'est tout ça. Mais donc le meilleur exemple c'est La dernière maison sur la gauche ou Aspis on Your Grave, et j'ai fait un court métrage. Donc j'ai joué dans un court métrage qui est un hommage un peu à cette culture de Rape and Revenge des années 70. Ok. Il y a pas un film sur le chapeau de l'invité non. Ah, ça vaudrait le coup d'en faire un. Qu'est-ce qu'il a mon chapeau? Il fait Ah, pas. là ça commence à troller, c'est la fin, donc voilà, Et c'est la fin derrière. voilà, il me dit il viole dur le gars, J'ai été très ça tendre. commence à troller à la fin, là, On il est en est train temps de les qu'on arrête. perdre. On est en train de les perdre. Là, on est en train de C'est foutu. Là ils sont roulibles, là ça y est, c'est la fin. Bon bah en tout cas, merci à vous d'être venus, hein, merci Guillaume, merci Ashley, et Sydney, voilà, et Lenvin, donc Aldo Lenzano, Cacahuète, Tintin en France, tiens, Rousseau. En Belgique normalement. Tintin c'est en Belgique, voilà. Hermite, Aldo Lenzano, il était immigré, 187, Canada, hein, voilà, il y a qui encore Thibaut, Nico Strip, Freeman, Ablican, Giorgio Milano, Razien, Cacahuète, Libertad, Canada, Kimazouf. Après il y a qui, Nico Striple, Véronique Isabelle, Teleb Karma ou Karna, je ne sais pas, enfin, oh là là, il y a de ces noms, Accélère. Ils ont quand même des petits noms jeux de mots, hein. Accélère, voilà, Canada, Erenui, Cacahuète, Seco. À chaque fois que je dis vos blazes, en fait, c'est une source de bonne humeur. MDC, Summertime, Fry. Voilà, bah, petit poney aussi, on t'oublie pas, bien sûr. Merci à tous. Merci voilà, d'être connectés. Et puis, de toute façon, on se rejoint demain. Émission demain, débriefing, débunkage. Voilà, demain, c'est débunkage du débat. Bah, en tout cas, merci, Merci à tous. Guillaume, merci Ashley. Et puis, vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. À demain, ciao.